Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Duprat qui nous parle de son projet Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois. Et il fait un retour sur le voyage en Thaïlande qu'il a fait récemment et parle aussi de ses projets à l'espresso et à l'espresso allongé. Pierre nous amène son sujet, l'esprit de contradiction. Notre invité en début de deuxième demi, Marie-Claude Villemur, nous fait mieux connaître Miosis. Bienvenue à Folie douce. Vous syntonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991. J'accueille maintenant mon invité Jean-François Duprat. Bonjour Jean-François. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis heureux de te recevoir à nouveau. On s'est quand même parlé plusieurs fois. Tu as démarré un projet qui est rempli d'espoir, Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois. Pourrais-tu nous resituer ce que c'est le projet? Oui, alors ma mission avec mon projet, c'est de sensibiliser les gens, les adultes, les jeunes à la santé mentale, tout en partageant mon histoire avec la dépression. Puis je parle aussi de comment, à travers ma passion pour l'escalade, le plein air, l'alpinisme, j'ai réussi à m'en sortir. Et puis, mon rêve à moi, c'est de faire l'ascension des 7 sommets. Alors, de faire l'ascension, d'escalader la montagne la plus haute de chacun des 7 continents. Alors, jusqu'à maintenant, depuis 2 ans, j'ai réussi 4 des 7 sommets. Et puis, mon prochain 2022, en espérant, je vais faire l'ascension du Mont Everest au nom de la santé mentale en 2022. OK, donc tu as finalement décidé de faire le plus difficile le prochain. Plus difficile, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des côtés vraiment difficiles, surtout avec l'altitude. Mais je pense que le Denali, avec ce que j'ai lu, ce qu'on me dit, c'est que le Denali était encore plus difficile parce qu'on n'avait pas de porteur, on n'avait personne pour les aider, on était 3 seulement, à tout transporter, à cuisiner, à faire le camp. Ça a été très, très, très physiquement difficile. Tandis que sur le Mont Everest, souvent, les gens vont avoir des porteurs, des gens qui préparent le thé pour toi. Fait que ça va être un autre défi. C'est sûr que l'altitude, à 8840 mètres, ça reste pompé, là. Oui, puis le Denali, quand même, tu t'es bien débrouillé. Alors, au moins, c'est encourageant pour l'Everest. Oui. Oui, effectivement. Oui, exactement. Non, parce que l'Everest fait tellement... c'est toujours la montagne qui fait peur à tout le monde, mais effectivement, comme tu nous avais parlé de toute façon la dernière entrevue, il y a des côtés un peu plus ardus que d'autres aussi. Ça ne veut pas dire que c'est facile, les autres côtés, mais il y a des côtés que, disons qu'on se donne une chance de réussir un peu plus facilement, là. Oui, exactement. Puis chacun des 7 sommets, il y a des difficultés, il y a des problématiques qui se posent, il y a la température, on ne sait jamais. Fait que chacun des 7 sommets ou des 4 que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y avait tout le temps des surprises. Fait que c'est ce qui fait la beauté de mon aventure. Oui, puis ce que j'aime dans l'image des 7 sommets, c'est que la santé mentale, souvent, c'est un sommet, c'est une montagne. Donc, de monter d'aller chercher le sommet, puis finalement, de gérer ça, je trouve que c'est une belle image relativement avec la santé mentale. On a tous et toutes une santé mentale, on a tous et toutes une montagne à escalader dans la vie. Puis dans la vie, on va faire face à des tempêtes, on va faire face à des journées ensoleillées, il fait beau, tout va bien. D'autres journées, on est dans le brouillard, on a des idées confuses. Des journées, c'est important de rester dans notre camp puis prendre une journée de repos, comme des fois à la maison. Fait que vraiment, pour moi, la montagne, c'est vraiment la simplicité, malgré que ça peut paraître difficile et tout. Mais je pense que dans la vie, on a tous une montagne à escalader, ça, c'est sûr. Effectivement. La dernière fois qu'on s'est parlé en entrevue, tu étais en Thaïlande, nous étions ici à Montréal. On avait enregistré l'entrevue. Au moment qu'on l'a diffusée, tu étais revenu alors que tu devais partir 5 mois. J'aimerais que tu me parles quand même de ton expérience qui a dû être décevante, mais comment on passe à travers cette expérience-là qui était très emballante et finalement qui a été pas si mal, là, de passer 3 semaines en Thaïlande. Mais peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est ça. Moi, ma famille et moi, ça faisait plusieurs années, ou surtout de mon côté, que je rêvais de partir en Asie avec ma famille et mes 2 enfants. On a vendu notre maison pour faire ce projet-là. On savait qu'il se passait des choses avec la situation avec le COVID, mais encore là, c'était quand même assez stable. Alors, on est parti, on a fait 3 semaines en Thaïlande. On a appliqué pour un visa pour le Vietnam. Ça a été refusé. Ils disaient que le pays était fermé. Bon, on s'est dit, on va se réorganiser. On va aller au Laos. C'était fermé. Tous les pays fermaient un à l'autre. Puis finalement, le 14 mars, si je ne me trompe pas, c'était l'annonce de M. Trudeau qui nous disait, tous les Canadiens vont revenir au Canada. Fait qu'effectivement, ça a été très, très, très difficile. On était super chanceux, par contre. On entendait des histoires des gens qui ont dû booker 10 billets d'avion, ils étaient pris dans des hôtels. Nous, ça a super bien été. On a eu une semaine de plus en Thaïlande, on a eu des billets d'avion, on n'a pas eu de problème, on s'est rendu tout d'un coup au Canada. Une fois arrivé au Québec, on a eu de l'aide parce que nous, on est partis en sandales avec des shorts pour 5 mois, là. Fait qu'on avait des gens, des membres de famille qui nous avaient aidés, qui avaient des vêtements pour nous. On avait un super de beau chalet. Disons qu'on partait des tropiques, puis on se ramassait dans la neige du Québec, là, de Capi, au mois de mars. Ça a été
très honnêtement, ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi. Là. Pendant 1 mois et demi, j'ai été assez déprimé. Mais je me suis ramené un peu à la réalité à un moment donné. Puis je me suis dit, bon, regarde, là, ma famille est en santé, on est en vie. Puis maintenant, avec du recul, après quelques mois, je me rends compte que c'était une bénédiction. C'était arrivé pour une raison. Puis je Ouais. pense que comme n'importe quoi dans la vie, des fois, quand ça nous fesse tout d'un coup, bon, mais là, on voit pas le côté positif, mais il y a toujours un côté positif. Puis, même chose avec mon projet, je me disais, bon, les présentations, ça allait super bien. J'en faisais beaucoup dans les écoles pour la commission de la santé mentale, mais là, ça vient de mettre mon projet à l'eau. Fait que là, je me suis réorienté. Maintenant, c'est les présentations qui sont disponibles dès maintenant virtuellement en ligne pour que ce soit sécuritaire. Fait que vraiment, tu sais, oui, bon, j'ai eu des moments difficiles, mais comme dans la vie, des fois, il faut donner un petit coup de pied dans le derrière, puis il faut aller chercher de l'aide si au besoin. Il y a 1 mois et demi, ça allait un petit peu plus difficile. Là. J'ai été voir mon médecin, puis on a fait des ajustements dans mes traitements. Mais c'est ça, c'est de ne pas se décourager. Ça va. Chaque chose arrive pour une raison, puis c'est souvent un peu avec du recul qu'on comprend ça, mais tout arrive pour une raison. Et peut-être que l'entourage joue beaucoup. Tu sais, on parle souvent de l'entourage, mais tu sais, Oui. on peut comprendre que ta conjointe et tes enfants ont dû être déçus aussi. Peut-être plus ta conjointe, parce que c'était un gros move, comme on dit. Donc, Oui. de vendre votre maison, d'avoir Oui. à partir de 5 mois, donc une expérience de vie pour toute la famille. Puis là, tout à coup, ça s'arrête abruptement. L'école, bon, vous avez annoncé que vous n'alliez pas à l'école. Probablement, ta conjointe disait qu'elle ne va pas travailler. Donc, il y a beaucoup de déception. Donc, d'avoir le support de tes proches, j'imagine que ça t'a aidé aussi, là. Ah, tout à fait. On a eu, comme je disais au début, on a eu un super de bon support de ce qui est notre famille au Québec, les amis qui nous ont aidés. Ici, on a une belle communauté, on a beaucoup d'amis aussi. Puis, entre nous, les 4, ma femme, moi, mes enfants, on s'est quand même bien supportés. Puis, je pense qu'on a tous réagi à notre façon, des fois avec un certain décalage. Ouais. Mais non, on a réussi à bien survivre, on a réussi à bien comment dire, prendre soin des autres, puis avec la famille, puis les amis, ben, on a réussi à s'en sortir. Puis c'est ça qu'il faut se rappeler. Puis je pense que cette situation qui arrive présentement, mais c'est une bénédiction. Ça nous amène à apporter des choix, des changements dans notre vie, de passer à l'action, de suivre nos rêves, d'arrêter à remettre à demain, parce qu'on ne sait jamais avec, tu sais. Ouais. Fait que tout arrive pour une raison. On prend des choses pour acquis des fois, puis c'est pas. On se rend compte qu'effectivement, c'est de croquer dans la vie, mais en même temps d'être conscient que il peut arriver des affaires, mais il faut se relever les manches, comme tu disais, puis aller de l'avant. Ouais. C'est ce que tu fais, justement. Tu as fait beaucoup de présentations, finalement, en 2019, physiquement, en Alberta surtout, et puis en Colombie-Britannique aussi, sur le projet, donc, Vaincre. Mais avec les présentations virtuelles que tu fais, est-ce que ça va être différent? Est-ce que c'est à peu près la même approche? Comment tu pourrais nous les présenter? Ben, j'avais une présentation là, en 2019. Là. Maintenant, j'en ai 2. J'en ai une qui est vraiment axée plus sur la sensibilisation à la maladie mentale. C'est un message d'espoir. Je partage mon histoire personnelle avec la dépression. Je démontre aux gens que peu importe les défis de la vie, mais il est possible de s'en sortir. Puis l'autre qui s'appelle Ma vie, mon aventure, celle-là, c'est plus une présentation pour inspirer les gens à poursuivre leurs rêves, leurs passions, d'aider les participants à trouver un but, un sens à leur vie. On parle de courage, on parle de comment faire face aux obstacles, santé mentale, mieux-être, développement. Fait que vraiment, c'est des belles présentations qui peuvent répondre de 7e année à 12e année, pour les adultes aussi, pour les organismes. Alors, vraiment des belles présentations. Je fais toujours avec une session de questions. Les gens, je présente aussi des photos, des vidéos de mes dernières expéditions. Fait que c'est un beau contenu. C'est sûr que, on va s'ajuster. C'est virtuel maintenant, mais je pense que ça va être très agréable quand même. Puis encore, comme on dit, il y a encore plus de besoins qu'avant. Et tout le monde est comme, on s'est tous un peu habitués à ça. Tu sais, des fois, on se dit, le monde d'avant, bon, éventuellement, ça va sûrement revenir, mais je pense que le virtuel va aussi demeurer beaucoup plus qu'avant. Tu sais, ça nous a comme fait avancer très rapidement du côté technologique. Oui, ben ça l'ouvre des portes. Au début, je me disais, là, ça change mes plans un peu, mais ça faisait longtemps que je pensais à faire du virtuel parce que je pense vraiment que mon message peut aider, peut encourager les gens. Puis je me disais, comme ça, si je fais en ligne, je vais avoir la chance de partager, de communiquer avec plus de personnes. Puis là, l'occasion s'est présentée. Fait que j'ai pas eu le choix, je me suis adapté. Puis là, c'est fait, c'est disponible. Puis je suis vraiment super content du déroulement des choses. Tantôt, on donnera d'ailleurs les coordonnées pour que les gens puissent avoir accès. Qu'est-ce qu'on te rapporte? Qu'est-ce que tu as comme feedback dans tes présentations? Je me demande qu'il y a des gens qui sentent le besoin peut-être de partager des choses avec toi. Oui. J'ai eu le droit à des câlins, j'ai eu le droit à des merci, j'ai eu le droit à des poignées de main, j'ai eu le droit à des larmes qui coulent, j'ai eu le droit à des sourires,
J'ai des jeunes qui sont venus me voir, me raconter puis de partager leur histoire parce qu'ils ont senti. Je pense que vraiment de partager notre histoire personnellement pour la personne qui partage, c'est vraiment une façon incroyable de guérir sur notre propre histoire. Mais c'est un outil incroyable parce que les gens vont se connecter souvent avec les gens qui parlent. Les gens vont se retrouver à travers ce qu'ils disent comme message. Puis vraiment, j'ai vécu des belles expériences avec les différents participants, même avec les adultes. Les gens, bon, oui, c'est vrai, ça m'amène à rêver, ça m'amène à me poser des questions. On voit les photos, ça me donne le goût de voyager. Fait que, tu sais, je pense que c'est très positif comme commentaire que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et surtout, la santé mentale, souvent, c'est vu de façon négative. Puis là, en amenant un projet, quelque chose de positif, tu sais, le voyage a toujours fait rêver les gens. Les gens aiment ça, apprendre des nouvelles, voir des nouvelles destinations, apprendre sur les peuples, ces choses-là. Alors, tu allies un petit peu le côté positif, justement, du voyage et de ce que la fascination que ça amène. Hein. Ben oui, exactement. Puis ma vie, mon aventure, comme le nom de mon projet, ben la vie, c'est une aventure. Puis oui, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des montagnes à escalader, mais c'est toujours possible de s'en sortir. Puis une question que les gens demandaient souvent, ben, est-ce que si tu aurais le choix, est-ce que tu changerais ton passé, la dépression? Je dis, ben non. Pourquoi, si je changerais mon passé, la dépression m'a tellement appris. C'est dans les moments difficiles que j'ai appris à me relever, que j'ai appris à connaître mes forces, mes faiblesses, que j'ai appris à le dire non, que j'ai appris à aller chercher de l'aide. Fait que vraiment, ça a été un cadeau qui, au début, semblait très mal emballé, mais maintenant, je me rends compte avec du recul que, wow, si je suis la personne que je suis maintenant, si on se parle, nous, ensemble, c'est parce que c'est la santé mentale, c'est la dépression qui m'a amené à ce que je suis maintenant. Puis, encore là, chaque chose arrive pour une chose, puis c'est là pour nous aider à grandir. La même chose avec l'anxiété, avec tout ce qui peut se passer dans notre vie. Est-ce que tu as toujours été comme ça, Jean-François, de prendre un peu le côté positif des choses, même avant que tu éprouves des problèmes de santé mentale et que tu déménages en Alberta et toute la suite qu'on connaît? Quand j'étais jeune, j'étais quand même très positif. Le gros de ma dépression, ça a été à l'adolescence, de 15 à 19. Disons qu'à ce moment-là, non, c'était pas très positif dans ma tête. Et puis, à l'âge de 19-20 ans, après une tentative de suicide, je me suis mis à lire des livres sur la pensée positive, le secret, comment créer avec nos pensées et tout. Puis là, vraiment, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait eu un shift dans ma tête. Je me suis dit, wow, ça fait du sens. Il me semble qu'il y a beaucoup plus de possibilités que je pensais. Puis, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles que je suis pas mieux qu'un autre. Là. J'ai mes pensées négatives aussi, mais j'essaie quand même de plus en plus, depuis quelques années, de voir le positif, parce qu'il y a vraiment du positif dans tout. C'est sûr que sur le coup, c'est tout à fait normal d'avoir des réactions, c'est tout à fait normal de vivre la peur, de la déception, mais c'est ça, rendu à un certain moment donné, on se donne le petit coup de pied, puis là, on dit, bon, regarde, j'ai appris, ça s'est présenté pour une raison, là, je suis prêt à avancer. Puis, généralement, on en ressort tout le temps gagnant. Oui. Et surtout avec un projet comme ça, je pense aussi que c'est motivant parce que tu vois les effets. Puis il y a un côté, il y a comme une adrénaline qui vient avec ça aussi de parler aux gens des médias, de parler aux gens dans les présentations. Donc ça aussi, ça te nourrit certainement. Ben, ça me nourrit de voir que je peux simplement être moi-même. C'est pour la première fois de ma vie, j'ai pas besoin de porter un masque, je sais pas d'être quelqu'un d'autre. Je suis simplement moi-même avec mon passé, avec mon histoire. C'est ce que je partage, puis je me rends compte que, wow, simplement en étant moi-même, je peux aider puis faire une différence. Puis ça, c'est tellement valorisant, c'est tellement incroyable. Tu sais, je pense que beaucoup d'entre nous, on porte un masque, on essaie de plaire, on essaie de fitter dans leur normalité, dans le moule qu'on dit que... Mais non, c'est pas nécessaire, là. L'important, c'est d'être soi-même, d'être bien avec soi-même, de s'aimer. Puis le reste, ben wow, ça va tout se placer, là. Exactement. En terminant, Jean-François, peux-tu nous rappeler comment on peut trouver justement toute l'information sur ce que tu fais, mais aussi les présentations en ligne que tu offres? Oui. Alors, mon site Internet, c'est www.jeanfrançoisduprat.com ou sur ma page Facebook, Ma vie, mon aventure. Même chose sur Instagram, Ma vie, mon aventure. Alors vraiment, à travers mon site Internet, les gens peuvent communiquer avec moi, m'envoyer un message. Il y a toutes les informations sur mon projet, sur les présentations aussi. Merci beaucoup, Jean-François. Toujours un plaisir. Puis on va se reprendre, c'est certain. On suit l'aventure avec toi. Donc, merci d'avoir été à la Folie Douce avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux. Branchez-vous sur antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, le sujet, l'esprit de contradiction.
Oui. En fait, on va parler de l'esprit de contradiction, mais chez les enfants. Ouais. D'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Mon enfant a l'esprit de contradiction ». C'est écrit par une madame du nom de Caroline Franck Desage, qui est journaliste, écrivain, auteur de théâtre, scénariste pour la télévision en France. J'ai pris cet article-là sur le site l'express.fr. Alors, on nous dit, l'esprit de contradiction n'est pas forcément un défaut. Mais comme on va voir dans l'article, ça peut être drôlement fatigant pour l'entourage. Et c'est à peu près rare qu'un enfant ne soit pas, à un moment donné dans sa vie, qui ne contredise pas, mais il y en a que ça devient aussi beaucoup trop, là, peut-être. Oui, Madame Desage nous dit en fait que c'est presque normal. En tout cas, dans bien des cas. Elle nous dit, tout le monde connaît la crise du non qui apparaît chez les enfants avec plus ou moins d'intensité aux alentours des 2 ans. Mais chez certains, cet esprit de contradiction s'installe durablement. Comment gérer les oppositions systématiques de nos bambins? Mais toi, tu as élevé 3 enfants. Ouais. J'ai pas trop eu. Non? Non, j'ai pas trop eu de contradictions en général. Tu sais, même ce qu'on appelle le Terrible 2, là, je me souviens pas vraiment d'avoir vu autant ça. Là. Parce que des fois, on est obligé de négocier tout ce qu'on veut entreprendre avec eux autres. Mais c'est vrai que certains enfants, c'est assez difficile, sûrement. Ouais. Alors, on nous donne l'exemple de Célestin qui a 5 ans et il argumente sur tout et n'importe quoi, confie sa mère Daphné. Elle nous dit, il a un frère jumeau qui n'a pas du tout le même caractère, mais c'est épuisant. Il n'est pas d'accord par principe, il est capable d'affirmer qu'il ne pleut pas alors qu'il tombe des trompes d'eau. Parfois c'est drôle, parfois pas du tout. Parce que les négociations permanentes, quand on a 3 enfants en bas âge, cela prend du temps et de l'énergie. César est plus âgé. Il a 16 ans et n'est jamais sorti de sa période d'opposition, nous dit Hortense, sa mère. Ça, c'est pénible, c'est 16 ans, là, allô? Ouais. Elle nous dit, il a besoin d'avoir raison et surtout que nous ayons tort. Parfois, je sens que lui-même est conscient d'affirmer des aberrations. Mais c'est plus fort que lui. Je dis blanc et il dit noir. Quitte à se contredire quelques minutes après si je change d'avis sur la question. Et c'est valable pour tous les sujets, le goût d'un plat, une opinion politique ou ses résultats scolaires. Il est capable de soutenir mordicus qu'un 6 sur 20, c'est une bonne note, uniquement parce que son meilleur ami a eu 5. Ouais. Donc, ils ont toujours raison. C'est une façon, hein? Oui. Pourquoi les enfants ont-ils besoin, à certaines périodes de leur vie, de se positionner contre leurs parents? Que révèle l'esprit de contradiction? Faut-il accepter ce trait de caractère, le contourner ou imposer le point de vue parental, quitte à déclencher parfois de véritables crises? Madame Elisabeth Bramy, qui est psychologue pour enfants et auteure, nous dit « De 0 à 3 ans, l'enfant est en symbiose avec ses parents et surtout avec sa mère. Il ne sait pas qui il est en tant qu'individu. Petit à petit, au fil des premières séparations, il commence à se construire une personnalité, non pas dans le désir de faire plaisir, mais contre la figure parentale, pour s'en émanciper. C'est à ce moment-là qu'apparaît le non, qui peut être assez pénible à vivre pour ses parents, mais qui est pourtant un signe de bonne santé psychologique. Ouais. Tu vois, il y a comme une façon positive de voir ça. C'est comment voir les choses. Des fois, c'est le défaut devient une qualité. Tu sais, la personne, le jeune est débrouillard, puis il veut être autonome. Puis, fait que, à quelque part, ça peut brasser des choses, mais peut-être que le jeune va être justement plus débrouillard dans la vie. Oui. Madame Desage nous dit l'apparition de cet esprit de contradiction est le résultat d'un travail de mise à bonne distance des parents. Ce non que répète leur enfant peut être vu comme un oui à lui-même, si on veut. Ouais. Rien d'inquiétant donc pour cette psychologue dans cette opposition manifestée par l'enfant. Elle nous dit c'est plutôt quand il ne passe pas par cette phase qu'il faut s'en faire. Beaucoup de parents supportent mal l'avènement de cet être qui n'est plus malléable, comme l'était le nourrisson. Mais ils doivent accepter cette évidence, l'enfant est un étranger, il a sa personnalité qui se façonne en fonction de sa place dans la famille, de son caractère et de ce qu'on lui transmet. Il va falloir apprendre sa langue et comprendre ses rites, ce qui ne signifie pas pour autant
que tous les arguments présentés par nos chérubins sont bons à prendre ou qu'il faille leur donner raison à tout prix. Il y a des limites et des choses incontournables qu'il faut être capable d'imposer. Mais lorsqu'on a face à soi un enfant qui chérit la contradiction, il est souvent nécessaire de négocier. Expliquer que certaines choses se font de cette façon, mais que pour d'autres, on peut s'arranger. Par exemple, ranger sa chambre. C'est une nécessité même si le jeune César n'en voit pas l'utilité. Mais plutôt que de lui ordonner de le faire immédiatement, on peut lui fixer une heure limite, au-delà de laquelle son désordre ne sera plus toléré. Parfois, au contraire, il faut éviter de donner du champ à cette tendance à s'opposer. Elle nous dit, je vois souvent des mères dans le bus qui disent à leur enfant « on descend à la prochaine station » et terminent leur phrase en disant « d'accord » en forme d'interrogation. J'ai envie de leur dire « mais non, il n'y a pas besoin de demander s'il est d'accord. On descend là et puis c'est tout. » Autre conseil de la psychologue, observer et écouter les arguments de l'enfant. Son nom n'est pas forcément un nom idiot. Les parents, nous dit Mme Elisabeth Bramy, ont par ailleurs souvent tendance à prendre ses avis contraires contre eux, alors qu'ils sont simplement la manifestation d'une réalité. Leur enfant ne sera pas leur clone. On va poursuivre de toute façon le sujet plus tard à l'émission. L'esprit de contradiction. Merci Pierre. À venir dans l'émission, notre invitée Marie-Claude Villemure nous présente Miosis. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec l'esprit de contradiction. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, leader en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour à l'équipe de Folie Douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité Marie-Claude Villemure. Bonjour Marie-Claude. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Yes. Oui, tu es créatrice et réalisatrice de Miosis, en fait, dont on a parlé il y a quelques années, une couple d'années. Ça démarrait à peine, puis ça a continué, parce que tu es encore là pour venir nous en parler. Alors, c'est une bonne nouvelle que ça continue. Peux-tu nous restituer en fait ce que c'est Miosis? Bien, dans le fond, on fait du contenu média pour parler de santé mentale, pour diminuer les tabous, puis vraiment avec une teneur plus de la couleur, on va en parler d'une manière dynamique. C'est pas parce qu'on parle de santé mentale qu'il faut en parler avec une chemise blanche d'hôpital, avec un ton neutre. On peut mettre du dynamisme là-dedans, puis on peut sourire en parlant parce que justement, il y a des belles choses qui sortent de là, puis dans nos vidéos, c'est de ça qu'on parle aussi. Parce que c'est ça, c'est très visuel, puis c'est presque spectacle, je pense, parce que, tu sais, dans le fond, tu présentes aussi les capsules que tu fais, là, parce que je pense que j'avais déjà vu des événements où les gens qui participent, donc, assistaient au lancement, ces choses-là. Oui. Donc, tu t'es mis à penser à ce projet-là, parce que toi-même, je pense que tu as éprouvé certaines difficultés. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Qu'est-ce qui t'a amené peut-être à cheminer vers ça, puis à être capable de justement d'essayer de dédramatiser la santé mentale? Personnellement, avant, je faisais partie des gens qui ne croyaient pas nécessairement à ça parce que je l'avais tout simplement pas vécu. Fait que c'est difficile de comprendre quand tu l'as pas vécu. Alors, quand j'avais des amis qui étaient en dépression ou qui allaient pas bien, mais j'étais comme, mais souris, ça va aller mieux. Secoue-toi, aide-toi, c'est ça? Malheureusement, quand je m'écoute parler, je suis comme, oh c'est pas ça qu'il faut dire. Faut pas dire ça, non? Mais ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, mon père est décédé, donc en 2013. Puis ça a été un décès vraiment subite. C'était pendant la nuit, fait que du jour au lendemain, j'avais plus de père. Mm-hmm. Et ça l'a fait vraiment une claque dans ma vie, une très grosse claque qui a fait que, au début, j'étais dans le déni puis tout, mais après, ça m'a fait tomber en dépression. Fait que là, j'ai fait, oh, OK, dans le fond, moi qui croyais que j'étais forte et que rien ne m'atteignait et qu'il fallait sourire pour aller mieux, peut-être qu'il faut pas juste faire ça, tu sais. Il faut faire une grosse introspection, puis... Ça peut toucher tout le monde aussi, c'est ça. Il y a des gens qui se disent toujours, c'est pas pour moi, puis je suis fort, ça n'a rien à voir, là. Ah, puis j'étais pas si forte que ça pendant ce temps-là, mais je pense que ça m'a énormément aidée juste à faire une introspection, justement, à penser à qui j'étais, à qui je voulais devenir, puis à qu'est-ce que je voulais faire aussi. Surtout, c'est ça. C'est effectivement parce que souvent, on prend pas de recul avec notre vie, puis des fois, c'est des événements qui arrivent qui nous font comme réaliser, hein, c'est peut-être ça. Il faut prendre des fois du temps pour voir un peu, on veut quoi comme vie, finalement.
vraiment. Puis j'allais pas du tout dans la bonne direction. J'étais en théâtre, je faisais beaucoup les choses pour les autres. Puis j'étais pas nécessairement bien là-dedans, tandis que là, j'ai tout changé, mon orientation. Tu sais, je suis presque intervenante. Puis j'ai parti aussi Miosis, qui fait des vidéos au niveau de la santé mentale, parce que moi, j'avais besoin d'en parler à ce moment-là. J'avais peut-être un entourage qui était moins ouvert par rapport à la santé mentale et j'ai eu, un 6 mois vraiment très, très, très difficile où j'ai passé proche de faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Des bêtises. Ouais. Et si j'avais eu peut-être un média comme ça, avec des gens qui partagent leur histoire, avec des gens qui partagent des moments plus difficiles, je sais que ça m'aurait aidé. Ça m'aurait donné un petit coup de pouce, puis ça m'aurait... On voit dans les vidéos que tu as fait, il y a des gens qui ont l'air d'avoir beaucoup souffert. On le voit dans le visage des gens, on le voit que c'est des gens qui en ont bavé. Là. Mais la façon que c'est fait, on sent que c'est aussi humain, puis que dans le fond, c'est encourageant. On est capable de s'en sortir, puis malgré toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, je pense que c'est ça que on ressent quand on voit les vidéos que tu fais. Là. Oui, on met vraiment l'humain au premier plan. L'humain, puis qu'est-ce qui a aidé qui se sortent de là aussi. T'sais, on peut parler de théâtre, on peut parler de chant, de musique, parce qu'il ne faut pas juste parler de la problématique, mais aussi de qu'est-ce qui les bienfaits qui sort de tout ça. Dans le la création, de l'art, il y a toutes sortes de choses. On dit souvent que la santé mentale, c'est des gens qui sont en dehors de la norme, mais justement, peut-être sont plus créateurs des fois. Fait que si on peut juste exploiter un peu ce filon-là, les gens, des fois, découvrent des talents aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais oui, il faut sortir de sa zone de confort, je pense aussi. C'est un beau projet, puis tu as lancé aussi un concours qui s'intitule « Oser en parler ». C'est quoi ce concours-là? C'est un projet qui te tient beaucoup à cœur, je pense. Mais en fait, je l'ai lancé pendant la pandémie. Oui. C'est ça, des fois, les problèmes peuvent faire jaillir des idées puis des... c'est ça? En fait, je pense que tout le monde a reçu comme une claque avec la pandémie parce que du jour au lendemain, notre vie avait changé. On est dans un deuil de... On pensait qu'on allait faire ça l'année prochaine. Là, on n'est plus sûr. Tous nos repères sont brisés. Fait que ça m'a comme replongé un peu dans mon expérience avec le décès de mon père. Puis, je me suis dit, hey, moi, j'avais besoin de soutien à ce moment-là. Fait que pourquoi j'offrirais pas du soutien à ces personnes-là qui sont pris dans la même, pas la même, mais une situation similaire à la mienne. Oui, puis ils vont comme être, c'est contre leur volonté. Dans le fond, on leur impose. C'est un peu ça aussi. Quand les personnes ont un problème de santé mentale, ça arrive là, comme une tonne de briques. Ils n'ont pas choisi ça arrive. Alors, c'est un peu ça. Les gens, peut-être, pouvaient découvrir ce que c'était de se faire imposer quelque chose. Hein. Exactement. Puis je pense qu'il y a des gens là-dedans qui n'avaient jamais pensé faire des troubles anxieux. Puis à cause de la pandémie, ils en ont développé. Puis ils ne savent pas comment en parler parce que justement, ils étaient comme moi avant, dans le sens qu'ils se pensent vraiment très, très fort, ça ne m'arrivera pas. Mais peut-être que ça lui arrive. Puis justement, en parler, ça va tout changer, là, mais vraiment tout changer. Le fait d'être supporté, le fait d'avoir un poids de moins sur les épaules aussi. Puis juste le fait d'accepter aussi la personne qu'on est par rapport à ça. Oui. Et c'est quoi, oser en parler? Je veux dire, ça le dit, oser en parler, mais en même temps, comment ça se présente? À quoi on peut s'attendre? Est-ce que c'est des gens qui font des témoignages? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, moi, je voulais faire 3 choses par rapport à ce concours-là. Je voulais faire gagner des prix, parce que ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Je vais faire gagner des prix, mais des prix comme des consultations, ça peut être... des coachings. Donc, des services que les gens peuvent recevoir. Oui, au niveau de la santé mentale ou juste des activités aussi, tu sais, pour les faire sortir de leur zone de confort aussi. Donc, il fallait que tu démarches des commanditaires ou des gens qui s'investissent, c'est ça? Et je voulais aussi faire rayonner les entrepreneurs d'ici parce qu'en ce moment, aussi avec la pandémie, c'est beaucoup plus difficile. Alors, j'ai été chercher des gens qui étaient vraiment impliqués au niveau de la santé mentale et ces entrepreneurs-là nous offrent des prix. Donc, on a 3 paniers. Il y en a un qui c'est vraiment plus pour une femme qui veut apprendre à plus s'aimer. Donc, c'est vraiment des choses par rapport à ça. Il y en a un que c'est au niveau de l'exploration, sortir de sa zone de confort, apprendre à se découvrir. Et le dernier, c'est vraiment plus pour se dire merci, puis se dire bravo aussi, parce que c'est pas facile en ce moment. Et il faut le dire, des fois, il faut reconnaître les bons coups, les bonnes choses, c'est ça. Les gens ont souvent tendance à jamais, on a l'impression, on va dire, tu vas être trop narcissique, tu vas te dire bravo, mais à quelque part, c'est bon aussi de s'encourager. Mais oui, on a le droit. Puis on a le droit. Ça fait du bien aussi. Quel est le retour, quel est le feedback des gens? Est-ce qu'en général, cette idée-là, justement, oser en parler, donc c'est un concours qui génère de l'intérêt?
Oui, ben en ce moment, c'est ça, c'est sur la page Facebook de Miosis, puis ça va très bien. Ce qui est intéressant, c'est que tous nos entrepreneurs, collaborateurs, nous offrent des témoignages aussi de santé mentale. Donc, pendant le 2 mois du concours, justement, à chaque semaine, il y a 1 ou 2 témoignages qui vont popper sur la page. Puis, c'est nos entrepreneurs là, qui nous offrent des prix, mais qui partagent des moments de leur vie. Ça peut être dépression, burn-out, on peut tomber aussi dans des relations toxiques. Donc, on parle de beaucoup de sujets. On parle avec des gens qui sont passionnés puis qui offrent des prix aussi pour le concours. On leur fait une publicité en même temps. Donc, je pense que c'est comme une publicité de cœur, une publicité humaine. On aime ça. Et je pense que, vu qu'il y a beaucoup de commanditaires, on est peut-être rendu à une quinzaine, ça fait 15 vidéos. Et ça se partage bien. Ça fait que les histoires se partagent, se parlent. Et il faut en parler en ce moment, justement. Et ça démystifie le côté entrepreneur. On a l'impression que la santé mentale, c'est juste pour des gens pauvres dans un petit appartement lugubre, mais c'est pas ça. Il y a des entrepreneurs prospères qui peuvent avoir un burn-out, une dépression, n'importe quelle autre maladie au niveau de la santé mentale. Mais justement, on voit souvent l'entrepreneur comme une figure plus haute que nous, très imposante, de comme « Ah, celui-là, il a réussi dans la vie », mais souvent, avant de faire l'entreprise, il s'est passé des problématiques, puis c'est cette force-là qui ont été cherchées qui ont fait que le projet fonctionne aussi. Et pendant leur vie, tu sais, l'entrepreneur, des fois, il peut arriver des choses, des faillites, des choses comme ça. Ça donne des coups, des grosses... parce qu'on dit souvent que la santé mentale, ça peut être des déclencheurs, tu sais, qui causent ça. Ça peut être d'autres facteurs aussi génétiques, mais il y a effectivement il y a des gens qui se sont suicidés ou qui ont eu une énorme dépression à cause qu'ils ont fait faillite, par exemple. C'est pas drôle. Hein? Non, ça, c'est sûr que c'est pas drôle. Comment tu vois l'avenir de Miosis? Parce que ça fait quand même une couple d'années, là, tu nous en avais parlé, comme tu avais mis en place le projet. Est-ce que tu as eu des moments de découragement? Est-ce que tu es toujours aussi motivé? Est-ce que tu es plus motivé qu'il y a 2 ans? Je pense que c'est tout à fait normal d'avoir des moments de découragement. Là. Je pense que des fois, on veut que le projet soit comme ça, puis il n'est pas comme ça. Surtout que moi, je suis hyper perfectionniste, fait que il y a beaucoup d'anxiété qui vient avec ça. Puis il faut faire attention à pas trop mettre d'efforts non plus, mais il faut en mettre assez. C'est sûr qu'il y a du découragement, mais je pense que la cause pour laquelle je travaille vaut tout le temps, vaut tous les efforts parce qu'elle me donne les petits sourires à chaque matin. T'sais. Je parle à des entrepreneurs, ils s'ouvrent sur leur histoire à moi, là, ils me confient des choses et moi, ça me donne personnellement la force de continuer. Fait que je me dis, si je partage cette vidéo-là, ça va aider une autre personne, tu sais. Et ça, ben, je le ferais sans être payé, tu comprends? Oui. Est-ce que tu fais tout? Est-ce que tu fais le montage, la conception, le tournage? Ça, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de technique, là. Ben, pour l'instant, je réalise. J'ai un monteur qui m'aide un peu aussi dans le projet parce que c'est beaucoup de temps. Oui, c'est beaucoup de temps. Mais j'ai beaucoup d'aide. J'ai des alliés qui sont là, beaucoup dans le... Ils m'encouragent. La clé, c'est ça aussi, c'est de s'entourer de personnes, d'avoir de convaincre les gens parce que, à quelque part, c'est bon pour tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde. Ceux qui le font, puis ceux qui reçoivent les témoignages ou les vidéos, tout le monde tire finalement son bien-être de ces documents-là. C'est intéressant. Puis, je pense que ce qui serait intéressant aussi, ça serait d'aller chercher des gros noms au niveau des entreprises pour leur dire « parle de santé mentale », tu sais. On voit des fois des pubs où on parle de cancer, puis là, on voit la dame, je sais pas, elle tombe sans connaissance, puis elle a du monde pour la soutenir autour d'elle. Mais on n'en a pas au niveau de la santé mentale, des pubs, comme si c'était tabou, on n'en parle pas. Non, on n'en parle juste jamais dans les publicités. Pourtant, pourquoi on pourrait pas en parler? Dans le sens où moi, j'adorerais acheter des produits d'une compagnie qui est dans cette cause-là et qui est impliquée. Encourager, puis de dire, je crois à cette compagnie-là, je suis content que cette compagnie-là appuie la cause, c'est ça, effectivement. Tu as raison, mais je pense que c'est juste un processus. On va y arriver, je pense, en santé mentale, parce que les autres maladies, souvent, ont eu beaucoup plus d'exposure, pour employer l'expression, que la santé mentale. Puis, à quelque part, on va sûrement y arriver. C'est comme tu dis, tu sais, pourquoi on ne devrait pas donner des exemples positifs, justement, de bien-être en santé mentale, puis de rétablissement, puis comment l'entourage peut aider une personne. Ça va sûrement en venir, mais je pense qu'on n'est peut-être pas assez mature. Là. Le domaine de la santé mentale, on le voit, nous aussi, à l'émission. Je pense qu'il y a beaucoup de pas à faire encore là-dessus. Hein. Non, ça, c'est sûr, mais je pense que juste chaque personne
en créant des petits contenus. Je pense qu'il y a beaucoup de petites choses qui se créent en ce moment. Il y a des petites entreprises, il y a des petits projets. Ouais. Puis c'est en partageant, puis en parlant justement qu'on va, on va les faire rayonner. Oui. Marie-Claude, si on veut en savoir plus, puis participer, regarder des choses, ça, on cherche Miosis. Comment tu l'appelles? C'est MYOSIS. Tu es sur les réseaux sociaux, donc c'est facile à trouver. On cherche Miosis, puis Oui, on va si vous ne trouvez pas avec Miosis, ça va être Capsule Miosis. Vous allez trouver tout de suite, donc sur Facebook et Instagram. On va aller, c'est sûr, on va t'encourager, on va aller regarder tout ce que tu fais, puis c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Marie-Claude Villemur, d'avoir été des nôtres, et puis on va certainement refaire une autre entrevue pour suivre encore. On te lâchera pas, on va suivre le cheminement de Miosis. Merci et bonne journée. Bien, merci beaucoup à toi. OK, à la prochaine. Bye. Bye-bye. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, Pierre, l'esprit de contradiction, surtout chez les jeunes, je pense. Oui. En fait, oui, c'est consacré aux jeunes, les enfants là, qui développent leur personnalité, mais comme nous dit l'auteur de l'article, Mme Caroline Dezage, des fois, il y en a qui restent bloqués là, c'est ça. Puis ils grandissent, puis toute leur vie, ils sont comme ça. Il y a comme des phases, des fois, tu sais, même, tu parlais des plus jeunes tantôt, mais effectivement, l'adolescence, sans que ça devienne un mythe, là, c'est pas une maladie, l'adolescence, mais des fois, effectivement, ça accroche avec des adolescents. Là. C'est pas toujours le cas, mais des fois, ça fonctionne pas. Oui, alors comme j'ai dit plus tôt, c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle « Mon enfant à l'esprit de contradiction » et l'auteur est Mme Caroline Franc-Dezage, qui est journaliste, écrivain, auteur de théâtre et scénariste pour la télévision française. Alors, elle nous dit que de se positionner contre, c'est-à-dire ce que font ces enfants difficiles-là, ce n'est pas tant s'éloigner du parent, c'est toujours se situer par rapport à lui. Madame Elisabeth Bramy, qui est psychothérapeute, nous dit « Et puis, il faut aussi se rendre à l'évidence de qui les enfants ont-ils appris à dire non? De leurs parents. En s'opposant, ils vous imitent. Daphné, qui est la mère de Célestin, confirme d'ailleurs beaucoup se reconnaître dans son fils. Elle nous dit « C'est sans doute pour cela que ça me heurte à ce point. Je vois en lui mes propres défauts. J'ai toujours entendu ma mère me dire que j'étais comme ça quand j'étais enfant. » Moi, ça arrive, ça aussi. C'est pas si c'est dans les gènes ou fois, comme tu dis, dans l'observation. Là. Ouais. Il y a Mme Elisabeth Bramy, elle continue en disant « La contradiction, c'est en fait de l'intelligence. » Elle nous dit que l'intelligence qui se glisse dans l'esprit de contradiction. Un ado, par exemple, qui dépense beaucoup d'énergie à ne pas être d'accord avec ses parents, s'entraîne à l'argumentation ou à aiguiser son esprit. Si c'est bien canalisé, effectivement, ça peut être formateur. Oui, il peut devenir... mais ça peut tomber ses nerfs. Il peut devenir politicien. Oui, ou un bon plaideur. Avocat. Oui, par exemple. Oui, alors, elle nous dit que c'est plutôt positif, au fond. Ce qui n'empêche pas encore de rappeler certains fondamentaux ou d'imposer un cadre à l'intérieur duquel on peut arrondir les angles. Autrement dit, en tant que parent, on tient bon sur le fait, par exemple, que boire de l'alcool sans modération est interdit et néfaste. Quoi qu'en dise l'ado qui estime, lui, que ce n'est pas si grave. Mais on accepte que le même ado s'engage politiquement dans une voie différente de la nôtre ou qu'il rejette les plans de carrière ambitieux que l'on couvait pour lui depuis des années. Et sans modération aussi, peut-être? Pour faire l'allusion. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est que des fois, ça peut être sans modération. Il faut à un moment donné arrêter ça. Il faut encadrer ça. Là. Mm-hmm. Ouais. Mme Bramy poursuit en disant « Quel que soit l'âge de l'enfant, il faut voir ce qu'on peut s'autoriser à lâcher soi-même, tout en gardant à l'esprit que l'enfant a de toute façon besoin de pouvoir s'affronter. Une bonne façon de déminer les désaccords peut consister à poser la question « Pourquoi l'enfant n'est pas d'accord ?» plutôt que de s'attaquer à sa vérité. Ouais. Même chose, par exemple, lorsqu'on sort du cinéma ou après la lecture d'un livre. Plutôt que de s'arrêter à la question « Tu as aimé le film ?» mieux vaut proposer une interrogation ouverte. « Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu as préféré et pourquoi? »
Donc, c'est ça, c'est moins... Ouais, ça fait moins peut-être... ça attaque moins peut-être la personne. Quoi. Ouais. Ça se sent plus libre de dire ses opinions ou de dire ce qu'elle en a pensé. Ouais. Il me semble que ça peut devenir long, là, toujours parler comme ça, tu sais, toujours prendre des détours. Non, parler mais c'est un entraînement, c'est-à-dire que de même, surtout si on sait que cet enfant-là a ce type de caractère-là, c'est peut-être la meilleure, c'est peut-être plus sage là, pour éviter que ça s'enflamme. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est une manière de l'aider à se forger une opinion constructive et à développer un esprit d'analyse qui lui permet de ne plus être dans la contradiction, mais dans l'argumentation. On peut aussi parfois céder en acceptant de suivre l'avis qu'il a donné et en faisant ensuite le bilan, quitte à lui annoncer que la prochaine fois, on fera comme on l'avait décidé parce qu'on n'a pas été convaincu par sa position. Ouais. Donc, tu sais, des fois, ça peut être bon même pour lui, pour le jeune, tu sais, qu'il se rende compte lui-même, finalement, peut-être mon point de vue était peut-être pas le meilleur, donc c'est peut-être pas une mauvaise affaire, mais il faut être psychologue, effectivement, c'est un entraînement. Là. Oui. L'esprit de contradiction ne devrait donc pas être source d'inquiétude pour les parents, mais plutôt de fierté, nous dit Mme Caroline Dezage. Si leur enfant est capable de se forger une opinion différente de la leur, c'est parce qu'ils sont parvenus à le sécuriser suffisamment pour qu'ils se sentent autorisés à prendre du large. Cela dit, quand la contradiction est permanente et systématique, elle peut aussi être synonyme d'un besoin d'attirer l'attention des parents, de faire durer la conversation et de monopoliser finalement le père ou la mère qui, pendant qu'il ou elle tente de convaincre l'enfant, ne s'occupe pas d'autres choses. Ouais. Ça peut être plusieurs sources. À l'école, Célestin n'est absolument pas comme à la maison, explique sa mère Daphné. Sa maîtresse ne voit pas où est le problème. Il ne s'oppose jamais à elle et peut même être plutôt timide avec les autres enfants. Il nous réserve son esprit de contradiction. Dans ces cas-là, quand le non ou le « je ne suis pas d'accord » prend le dessus sur tout le reste et trouble l'équilibre familial et semble révéler un mal-être, mieux vaut consulter un psychologue spécialisé. Ça, c'est étonnant. C'est ça que l'enfant soit complètement autre chose à l'école. Tu sais, c'est ça. J'aurais cru qu'il poursuit. C'est encore pire, peut-être, à cause c'est pas ses proches, c'est pas ses parents. Je me rappelle à l'école, quand j'étais à l'école primaire, là, il y en avait des jeunes qui avaient une personnalité dans la classe. Puis des fois, ça a donné que je faisais ami avec eux autres. J'arrivais à la maison, c'était toute une autre chose. Ouais. C'était pas la même personne. Oui, parce que des fois, je voyais des gars, par exemple, des petits garçons qui étaient bien sages à l'école, puis ils arrivaient chez eux, à la maison, puis c'est complètement le contraire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faudrait que je lise un article là-dessus. Oui, ça serait une bonne trouvaille à faire, effectivement. Merci beaucoup, Pierre. Donc, l'esprit de contradiction, j'espère qu'on a appris des choses. Je pense que oui. Ça va sûrement nous outiller. On peut négocier là-dessus. Oui, exactement. On va penser à ça. Merci beaucoup. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, merci beaucoup, Pierre Laporte, pour tes blocs Espresso et Espresso allongé. Bienvenue, mon cher. Oui, tu nous as parlé de l'esprit de contradiction. Je pense que tu pouvais renommer pour les auditeurs justement l'article sur lequel tu t'es basé pour faire cette chronique. Oui, le titre de l'article que j'ai trouvé sur Internet, c'était « Mon enfant a l'esprit de contradiction », écrit par Mme Caroline Ferrand-Dezage. Donc, on cherche ça, on pourra trouver plusieurs trucs. Merci beaucoup pour ça. Notre invité en début d'émission, Jean-François Duprat, nous a parlé de son projet « Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois ». Il nous a parlé de son voyage en Thaïlande et aussi de ses autres projets, entre autres d'escalader l'Everest, son prochain mont, donc c'est tout un exploit à venir peut-être, je lui souhaite. Notre invité en début de deuxième demi, Marie-Claude Villemur, nous a mieux fait connaître Miosis. C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.